Le coût d'une nuitée hôtelière est en augmentation plus rapidement que l'inflation, parallèlement évidemment à un taux d'occupation qui lui aussi grimpe. Puis, l'économiste a envie de dire il y a corrélation, n'est-ce pas? Et puis il y a de plus en plus de gens qui visitent les hôtels du Québec, là, une augmentation de plusieurs millions de nuitées au cours des dernières années. Est-ce que tu fréquentes les hôtels régulièrement, Isabelle Perron? Je fais les deux. Je vais dans les hôtels, mais également les Airbnb. Ah et oui. ce qui motive mon choix, c'est souvent le prix, l'expérience aussi. Je regarde les régions les plus populaires au Québec. Là, Charlevoix, la Gaspésie sont des régions convoitées. Québec, l'Estrie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Québec est une province qui attire beaucoup les touristes. On a beaucoup d'événements, surtout l'été. Je pense à Montréal, entre autres. Mais j'avoue que le prix fait une différence. Je me rappelle dans le temps au Bas-Saint-Laurent, c'était moins cher à l'époque. Donc, j'y allais avec qu'est-ce que je trouve le plus confortable et agréable et l'expérience. Aujourd'hui, c'est vrai que le portefeuille décide davantage. Je serais curieux de t'entendre. Ben moi, je vais beaucoup à l'hôtel pour le travail. Fait que souvent, je vois soit pas la facture passer ou je la refile à quelqu'un. Fait que ça règle quand même la question du coût. Mais j'aurais envie de dire, moi, sur la question de l'expérience, moi, déjà, ma conjointe travaille en hôtellerie. Fait que j'ai un petit billet. Mais en plus, tu sais, bon, les Airbnb, j'ai essayé plusieurs fois dans les dernières années. Puis, bon, souvent, tu sais, j'ai pas de service. Tu sais, fait qu'il y a quelqu'un qui m'ordonne la clé. Puis de plus en plus, là, notamment à Paris où j'ai essayé ça, c'était comme une agence. Tu sais, fait que c'était comme Joe Blow qui me donnait la clé. Non, mais je te dis juste mes expériences. Et donc, tu sais, j'avais vraiment littéralement zéro service. Là, tu sais, la nuit, la chambre est pas faite le lendemain. Tu sais, t'as pas de room service, t'as pas de ci, t'as ça, pas de... J'ai trouvé que c'était, en termes d'expérience, à l'hôtel, dont t'es prise en charge du début à la fin. Il y a quelqu'un qui t'accueille, il y a quelqu'un qui répond au téléphone à 3 h du matin. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une expérience, justement, à mes yeux, bien meilleure que le Airbnb. Bien, pour le Airbnb, c'est pas toujours des agences. Des fois, c'est des... Non, mais je t'explique. C'est pas toujours des agences. Parfois, c'est des particuliers. Puis après ça, ben ça dépend de ton besoin. Parce que si tu loues, par exemple, un chalet dans Charlevoix, t'es une gang, t'es 4. Moi, que mon lit soit pas fait, sincèrement, je le fais chez nous. Fait que je vais le faire aussi au Airbnb. Après ça, des fois, t'as le spa, t'as une espèce de cocon privé. Ça dépend ce que tu cherches. Fait que le Airbnb, parfois, peut être plus accessible. D'autres fois, moins, parce que là aussi, il y a des hausses de prix. C'est pas que les hôtels qui ont augmenté. Là, c'est un peu partout pareil, mais on voit quand même le budget des Québécois, où les Québécois veulent aller en vacances, mais vont en faire moins parce que ça coûte cher partout. On va parler des restos, on va parler des activités aussi. Donc, tout ça fait partie de l'équation de est-ce qu'on peut encore aller en vacances à l'extérieur? Est-ce qu'on va juste profiter de notre cours? Est-ce qu'aller à l'hôtel est devenu un luxe, mesdames et messieurs? Appelez-nous en 187 Cube Radio. Je me tourne vers notre invitée, Dominique Villeneuve. Elle est présidente directrice générale de l'Association hôtelière du Grand Montréal. Bonjour, Dominique. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un luxe aller à l'hôtel en 2026 au Québec? Bien, je dirais ça dépend pour qui, parce que ça dépend dans quel hôtel. Ça dépend dans quel hôtel aussi, mais je dirais qu'il y en a quand même pour tous les goûts. Donc, à écouter vos deux expériences, bien, je pense que ça dépend vraiment des besoins puis de ce qu'on recherche comme visiteur, bien évidemment. Pour Montréal, moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles également. Dans l'introduction, il était mentionné que c'était plus haut que l'inflation. Bien, à Montréal, on est quand même similaire à l'inflation. Donc, on est autour de 27 % depuis 2019, avec 2 années pandémique où les taux d'occupation frôlaient 24 à 32 %. Donc, je dirais que c'est quand même des coûts raisonnables d'augmentation, considérant tous les coûts qui ont explosé en immobilier, dans la main-d'œuvre et tout ça. Donc, je dirais que je rectifierais légèrement sur ça demeure quand même extrêmement accessible d'aller à l'hôtel. Est-ce que c'est encore possible de louer une chambre à moins de 200 $? On dirait que c'est devenu le prix minimum. Bien, ça dépend à quel moment de la saison. C'est sûr que la haute saison, quand on est à le week-end du Grand Prix, par exemple, où on frôle des 95 % de taux d'occupation, la réponse, ça va être non. Mais en hors saison ou hors des grands événements, soit culturels ou qui se passent à Montréal, bien, ça va peut-être être possible. Je dirais que le coût
coût moyen d'une chambre d'hôtel à Montréal, quand on prend la moyenne de tous les hôtels, on est autour de 230 $ par année. Donc, on n'est pas très loin du 200 $. C'est juste que souvent, on essaie de voyager ou on cherche la chambre d'hôtel où c'est très occupé, puis c'est là où on va voir des prix un petit peu plus élevés parce que c'est une tarification dynamique. Bien, au Québec aussi, il y a la tarification dynamique, mais les taxes. Donc, là, 230 plus taxes, ça finit par augmenter la facture. À quel moment, donc, ce serait moins pire de louer une chambre pour le budget? Bien, évidemment, ça dépend toujours parce qu'on a des événements à l'année à Montréal. C'est ça, on est quand même chanceux, des événements d'affaires. Je pense qu'il faut quand même magasiner. Il faut le faire aussi à l'avance. Donc, tu sais, c'est sûr que si on se prend très dernière minute, bien, des fois, les prix vont être plus élevés pour certaines chambres d'hôtel. Moi, je pense qu'il y a des... Tu sais, c'est sûr que la plus basse saison à Montréal, c'est la saison hivernale. Donc, je dirais que novembre à mars, il y a lieu de trouver des chambres d'hôtel accessibles. Puis encore là, bien, ça dépend des types d'hôtels. On a des hôtels qui sont luxueux, il y en a qui sont, je dirais, économiques. Donc, il faut vraiment chercher. Puis, on vous encourage aussi à réserver directement avec votre hôtel. T'sais, on connaît évidemment tous les Expedia, Booking de ce monde. Vous pouvez faire votre recherche, puis évidemment, des fois, il va y avoir des belles offres. Mais évidemment, si vous réservez directement avec l'hôtel, bien, eux n'ont pas de commission à payer de 1. Et de 2, bien, vous allez avoir aussi accès à toutes les offres que l'hôtel va pouvoir vous offrir. Il y a un irritant aussi, je trouve, dans les hôtels, mais également les Airbnb, c'est qu'on va payer un 200, 230, 300, 500. Mais on a la chambre souvent à partir de 16 h et vite le matin, il faut redonner les clés à 11 h. Il y a quelque chose là-dedans où je réalisais ça, j'étais comme, je paie quand même cher. Puis en après-midi, je suis pris avec mes bagages, il faut que j'arrive tard. C'est pas vraiment un 24 heures. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Je sais que c'est comme ça partout, mais je trouve un irritant. Bien, en fait, souvent, on peut faire, là, j'ai le terme en anglais, mais les early check-in. Donc, vous pouvez demander à l'hôtel si parfois c'est disponible. Dès qu'ils le peuvent, ils vont l'offrir parce que si la chambre est déjà disponible, ils vont vous donner accès. Donc, ça se peut. Après ça, pour vos bagages, vous n'allez pas être pris avec. Là. L'hôtel a souvent une place pour ranger. Donc, tu sais, Francis parlait des services. Pour moi, c'est le grand avantage. Tu sais, on a quelqu'un à la réception qui va répondre à vos questions. Ils vont prendre vos bagages. Vous allez pouvoir aller vous promener autour, aller au restaurant de l'hôtel aussi, aller visiter les attraits qui sont autour. Donc, il y a plein de solutions pour ça. Puis des fois, je vous encourage à écrire à l'hôtel à l'avance en sachant si votre vol ou si vous prévoyez déjà arriver tôt. Moi, je le fais. Puis souvent, ils vont l'indiquer puis ils vont faire le maximum. Là. Ils sont vraiment axés sur le service client. Donc, dès qu'ils peuvent, ils vont le faire. Faveur pour la PDG de l'association, peut-être. Mais... Non. Même avant que je le sois, j'essayais. En tout cas, puis même à l'étranger, je le laissais aussi, puis ils le font quand ils le peuvent. On a parlé d'Airbnb avec Isabelle, puis bon, c'est un sujet qui fâche, je pense, dans le milieu de l'hôtellerie ou pas, mais il y a quand même eu des hôteliers puis des associations, peut-être pas la vôtre, mais qui ont lutté contre ça, qui ont cherché à faire fermer ou à restreindre très sévèrement la quantité de chambres de nuitée qui étaient offertes sur ces plateformes-là. À la réaction, on sent que ça a peut-être changé. Comment est-ce qu'on voit ça en 2026, Airbnb, comme offre un peu hôtelière, là, en tout cas offre de sommeil, d'hébergement, oui, nocturne. Oui, c'est ça, d'hébergement. Bien, c'est une compétition, dans le fond. C'est un type de compétition. Je pense que ce sur quoi les hôteliers ont travaillé fort dans les dernières années, c'était la question d'équité, parce qu'on parle de taxes, mais on parle aussi au niveau de la main-d'œuvre. La majorité des hôtels sont syndiqués, donc il y a des règles aussi d'affaires à respecter. Donc, pour eux, c'était l'équité. Donc, au niveau de la taxe d'hébergement, il y a eu des nombreuses modifications réglementaires, notamment sur la loi d'hébergement. Un peu son latin pour vrai. Oui, bien, il faut évidemment, faut mais suivre, d'un côté consommateur, ça n'a pas une grande différence, mais d'un côté du monde des affaires, l'idée, c'était, bien, s'ils travaillent dans le même secteur que nous, bien, ils doivent être assujettis aux mêmes règlements et aux mêmes règles que nous. Là, la Ville de Montréal, plus spécifiquement l'an passé, a établi un nouveau règlement limitant l'accès aux hébergements courte durée pour l'été, donc du 11 juin au 11 septembre. La nouvelle administration a déjà annoncé un possible changement de réglementation à l'automne pour un 90 jours, mais flexible à l'année. Donc, évidemment, 90 jours flexible à l'année, la période la plus occupée à Montréal demeure l'été, donc ça risque d'être là, mais il y aura une flexibilité pour le citoyen. Donc, on va attendre le nouveau règlement. Mais je vous dirais que pour nous, c'est s'il y a un règlement, bien, il faut qu'on s'assure qu'il soit respecté. Puis c'est aussi pour la sécurité des gens, puis la réputation de Montréal que c'est important également. Mais pour le Airbnb, moi, je me disais,
ça offre peut-être la concurrence, le fait qu'il y ait plus d'offres? Est-ce que les hôtels peuvent aussi varier leur prix en fonction de ce qu'offre Airbnb? Plus d'offres, donc plus facile pour le consommateur de choisir à faible coût? Bien, à partir de là, c'est sûr que plus il y a d'offres, plus il y a de disponibilité pour le visiteur. À Montréal, il faut quand même mentionner qu'on a près de 24 000 chambres d'hôtel disponibles. Donc, on a un inventaire hôtelier très intéressant et surtout très varié. On a des longues durées, des hôtels longue durée, donc avec des cuisinettes, avec des chambres fermées. Donc, il faut quand même chercher pour les trouver, mais il y en a. Il y en a au moins une dizaine à Montréal d'hôtels longue durée. Donc, évidemment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, pour moi, évidemment, à Montréal, on ne manque pas d'offres hôtelières. On a parfois l'impression que le secteur hôtelier, c'est un secteur qui bouge lentement. Je vais dire ça comme ça. Il y a eu justement Airbnb qui est arrivé, puis là, on a voulu... En fait, j'ai l'impression, initialement, en tout cas, on a été très hostile à ça. Il y avait des solutions un peu mitoyennes comme Sonder, là, que je sais pas, qui a fait faillite finalement, mais quand même, c'est un secteur qu'on sent parfois conservateur. Est-ce qu'il y a de l'innovation dans le secteur de l'hôtellerie? Est-ce qu'on cherche une forme d'avant-gardisme? Puis là, on parlait de réputation de Montréal, puis tout ça. Comment on agit actuellement ici au Québec pour être peut-être un petit peu justement dans la nouveauté puis la modernité en matière d'hôtellerie? Bien, je pense que c'est plus sur l'expérience que les hôteliers vont travailler fort parce qu'on reste dans un secteur immobilier où ben il y a des taux d'intérêt puis il faut payer les hypothèques ultimement puis on a des propriétaires. Puis on est très chanceux parce qu'on a beaucoup d'hôtels indépendants aussi au Québec et à Montréal. Donc ça, c'est aussi, même si on voit une chaîne hôtelière, bien, parfois le propriétaire est québécois ou canadien. Et donc, si je reviens à ta question pour l'innovation, bien, je pense que c'est plus dans l'expérience client. Tu sais, on voit des robots dans certains hôtels, par exemple. Mais quand même, ça reste quand même intéressant à certains égards. Non, mais puis après ça, au niveau de développement durable, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place, notamment par les hôteliers montréalais. Fait, je dirais que c'est vraiment dans cet angle-là que ça travaille. Après ça, sur le modèle d'affaires, bien, ultimement, nous, on veut vendre des chambres puis on veut avoir plus de visiteurs dans nos chambres. Mais est-ce qu'on est capable de maintenir un taux d'occupation? Parce que souvent, on va, louer la chambre à 200-300 $, mais si on en loue la moitié, ça fait que le profit n'est pas là, puis c'est le consommateur qui paye, qui va payer encore plus la fois d'après. Est-ce que le taux d'occupation est satisfaisant, ressemble aux années précédentes? Mais l'an passé, l'année a été, je dirais, divisée en deux. Donc, la première moitié de l'année a été beaucoup plus difficile avec toute l'incertitude économique. On voyait vraiment une diminution au niveau des taux d'occupation. En lien avec Trump là, et tout ça. En lien avec Trump, les États-Unis. Les visiteurs américains étaient vraiment moins au rendez-vous pour les 6 premiers mois. Puis ensuite, dès le mois de septembre, ça s'est vraiment, en fait, en cours d'été, ça s'est vraiment amélioré. Puis on est revenu à des niveaux de 2024, par exemple, plus similaires. Donc, on a fini l'année beaucoup mieux que ce qu'on avait anticipé. Mais là, cette année, ça se poursuit, donc ça va très bien pour l'année en cours. Je dirais qu'on est légèrement en avance sur nos prévisions. Mais tu sais, le taux d'occupation moyen à Montréal est d'environ 68 %. L'été, il va monter à du 80 %, mais l'hiver, on va être davantage à 57 %. Fait que c'est là où c'est difficile parce qu'on a 4 saisons, puis elles ne sont pas tout le temps exploitées au même niveau. Et qui loue présentement? Parce qu'on disait qu'avec les États-Unis, il y a moins de Canadiens qui voyagent. Je ne sais pas si les Américains viennent ici, mais qui loue des chambres? Bien, majoritairement, nos visiteurs à Montréal sont canadiens, donc québécois, mais d'ailleurs aussi l'Ontario. Les provinces atlantiques sont de très grands fervents de Montréal aussi. Les Américains sont vraiment de retour cette année. Là, on les compte pour environ 30 % de notre clientèle. Ils adorent le Vieux-Montréal, notamment. Puis c'est ensuite... à 6 heures de route. Et ensuite, en fait, tout ce qui est l'Est des États-Unis, c'est évidemment plus accessible en auto, et il y a bien un petit évidemment. fil européen qu'ils n'ont pas nécessairement. Puis la langue, puis l'ouverture, les attraits, la gastronomie, on a tellement d'attraits intéressants aussi. Puis ensuite, ils vont aller découvrir d'autres régions du Québec. Puis ensuite, vient vraiment l'Europe, donc soit la France, l'Angleterre, puis d'autres pays comme ça. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui nous parle qui a eu de la difficulté avec Hotel.com. Oui. C'est difficile quand il y a un pépin de se faire rembourser ou vous pensez quoi de ça? Là? Il y a le numéro de confirmation, je pense qu'il y avait un problème. Donc, ces sites-là, vous les suggérez pas, là? Bien, c'est pas que je les suggère pas parce que si on vient, par exemple, de l'international, c'est vraiment difficile de connaître les chaînes hôtelières indépendantes
autres, ou d'appeler tout ça. Donc, c'est un moyen de se faire connaître, puis c'est un moyen que les hôtels utilisent pour faire leur propre marketing. Mais si on est Québécois, Montréalais ou les auditeurs, bien moi, ma recommandation, c'est évidemment d'aller sur le site directement de l'hôtel de cette façon-là. Il n'y aura pas d'enjeu, il n'y aura pas d'intermédiaire non plus. Puis, bien, l'hôtel, de son côté, l'avantage, c'est qu'elle ne paiera pas la commission directement. Donc, évidemment, ça permet d'offrir autre chose en échange aux clients. Très intéressant. Donc, luxe, pas luxe, l'hôtel, c'est quand même agréable. C'est un petit luxe. C'est un petit luxe très agréable. Dominique Villeneuve, PDG de l'Association hôtelière du Grand Montréal, merci d'avoir été avec nous et bon été. Merci beaucoup. Avec vos hôteliers.